Alice Aurélie, prenez le micro, experte principale des programmes de coopération sur l'eau, coordinatrice donc pour l'UNESCO de la campagne de la Journée mondiale de l'eau 2022 et 2023 de l'ONU, et puis, et vous avez raison d'y tenir, hydrogéologue aussi à la base, donc doctorat donc, en hydrologie. Avant de voir effectivement comment voir si tous vos exemples, qu'est-ce que l'on peut en prendre pour effectivement essayer de l'appliquer donc en France, en quoi les propos du président de l'Assemblée générale des Nations unies ont été une grande libération. Et ça, c'est donc c'est assez récent hein, comme affaire. Donc racontez-nous, s'il vous plaît. C'est très important, ça. Merci beaucoup déjà pour être avec vous et avec des amis avec qui on a travaillé, avec Monsieur Orsena. C'est un plaisir de l'écouter toujours, alors j'ai hâte. Permettez-moi quand même de donner un petit background. Allez, on y va. Voilà. Alors, où on en est aux Nations Unies? Déjà, une des grandes préoccupations de l'UNESCO et la mienne dans le passé, dans le présent, dans le futur, c'est rendre visible l'invisible. C'est quoi ce système d'eau invisible? C'est les eaux les eaux souterraines. souterraines. C'est-à-dire le grand point d'interrogation du cycle hydrologique, c'est justement les aquifères et les aquifères partagés. Si on peut faire voir la carte, voilà. L'UNESCO a commencé en 2002 à préparer une évaluation, une étude mondiale sur l'identification des aquifères partagés dans le monde. On sait très bien qu'il y a 310 fleuves internationaux, mais au début de ce siècle, on savait qu'il y avait des aquifères transfrontaliers partagés, mais où, quand, combien, qui partage quoi? Alors, on a commencé avec les pays membres, bien évidemment, de l'UNESCO, et en 2021, on a pu faire un update et publier une carte où il y a répertorié 468 aquifères partagés. Alors, si on considère qu'il y a 153 pays souverains, gouvernements, qui partagent au moins un fleuve, un lac ou un aquifère, ou des fois tous les trois, vous comprenez l'importance de ces systèmes souterrains partagés. Bon, à l'époque, quand on a commencé à négocier différentes déclarations intergouvernementales, et j'arrive à le rapport de la conférence de mars, il y avait des mots qu'on ne pouvait pas vraiment écrire parce qu'il n'y avait pas le consensus des représentants des pays membres, notamment sécurité à l'eau, sécurité alimentaire, partage transfrontalier, coopération transfrontalière. C'est-à-dire que tout ça, c'était quasiment tabou, quoi. C'était, sinon, dans la déclaration interministérielle, il fallait faire un pied de page en disant le pays s'est opposé à. D'accord. Normalement, Okay. aux Nations Unies, on cherche d'avoir quand même des décisions à l'unanimité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que grâce au travail fait par, disons, une multitude d'institutions et d'NGO et des pays qui se sont impliqués sur ça, à petit, on a commencé à pouvoir libérer ces terminologies. On est arrivé bien avant à Dakar avec M. Sen, il se rappelle bien, l'année passée, où on a célébré la journée mondiale de l'eau 2022 sur les eaux souterraines et on a présenté le résultat des études sur les aquifères transfrontaliers. Une chose qui nous a aidé énormément, c'était l'agenda 2030. Pourquoi? Parce qu'il y a eu finalement l'approbation des pays membres des Nations Unies d'avoir un indicateur, l'indicateur 652 de l'ODD 6, sur la coopération à l'eau. C'est-à-dire faire un suivi qu'on a commencé en 2017 avec l'UNESH et l'agence de Genève qui a le secrétariat de la Convention de Helsinki 92, avec 153 pays, les gouvernements, de recevoir des rapports signés
sur le niveau de coordination et de coopération factuelle, parce que c'est un indicateur, c'est pas un indicateur parfait, on n'a pas d'indicateur parfait. Toujours, quand on parle de coopération, c'est multifacette, c'est pas seulement un traité. Voilà, Oui. c'est pas seulement un traité qui fait la coopération, mais quand même, on a ça. Et depuis 2017, on a pu mettre ensemble une quantité d'informations impressionnante. Ça, évidemment, crée un espace intergouvernemental officiel accepté par les pays. On rejoint la connaissance, ce que disait Fadi tout à l'heure. Voilà, Oui. pour parler des systèmes transfrontaliers. Dans tout ça, la Convention d'Helsinki s'ouvre à tous les pays du monde. Et voilà le Sénégal qui maintenant en fait partie, le Namibie qui veut rentrer et d'autres pays qui veulent rentrer. Pourquoi? Parce que cette coordination entre pays qu'ils partagent est fondamentale. Il y avait un problème. Le problème était que soit la Convention de 97, the Non-Navigational Use of International Watercourses, et la 92 ne considéraient pas les aquifères profondes, c'est-à-dire ces aquifères qui n'ont pas de contact avec les bassins, les fleuves. Et il n'y avait pas une législation. Alors, la commission de Donc, droit contrairement aux international... aquifères de surface qui sont en relation avec les rivières, quoi. Ouais. Oui, avec les rivières, avec des lacs, avec etc. des lacs, bien sûr, oui. Avec de l'eau de surface, en général. Et la Commission de droit international des Nations Unies est venue justement à l'UNESCO, et ma collègue Marina Rubio est là, on a commencé à travailler avec les grands juristes. Quand on a pris la table avec, nous les hydrogéologues et les grands juristes de droit international, la première chose c'était expliquer qu'est-ce que c'est un aquifère. Oui, ils débarquaient complètement là-dessus. Parce que les sciences sociales, les sciences sociales, les sciences juridiques, ils ont aucune, et nous, les hydrogéologues, nous n'avons aucune formation, ni sur le droit, ni sur les sciences sociales. C'est-à-dire il y a des barrières réelles importantes qui nous empêchent de faire du bon travail. Enfin, morale. On a créé 19 articles qu'on a passé après à l'Assemblée générale des Nations unies, qui maintenant font l'objet de résolutions à l'unanimité de l'Assemblée générale, 19 articles de droit sur les aquifères transfrontaliers. Alors, en 2022, on a organisé une grande conférence sur les eaux souterraines, et voilà la conférence de 2023 à New York, dans laquelle finalement il y a eu une coalition de 30 pays et plusieurs associations et institutions qui ont appelé à avoir une attention particulière sur les systèmes transfrontaliers. Et donc les mots ont été libérés. Et voilà, si on lit maintenant le rapport du président de l'Assemblée générale des Nations unies, on a finalement cette terminologie. Et pas seulement ça, on a une claire demande de faire des investissements pour la coopération des aquifères transfrontaliers, une claire demande pour signer la Convention 92, qui était tabou avant. On a une claire demande justement pour augmenter l'éducation et l'interdisciplinaire, la multidisciplinarité pour la gestion de la coopération et de la diplomatie. Si je peux avoir celle d'avant, seulement celle d'avant, parce que justement, Madame Daumas, vous disiez, il faut apprendre de l'extérieur, enfin hors France. Alors ça, c'est certains des projets dans lesquels j'étais responsable à l'UNESCO et qui marchent encore, qui sont chers à mon cœur, pas tous, mais chers à mon cœur. L'aquifère Guarani, les 4 pays qui partagent ce Guarani en Amérique latine, c'est un des plus grands, profonds aquifères du monde, ont signé un accord. Le système aquifère du Sahara septentrional a un accord spécifique sur l'aquifère. Et là, je regarde Monsieur Tardieu, l'aquifère Stampriette, c'est vraiment un bon exemple, Fadi, parce que cet aquifère est vital pour la Namibie, mais il est partagé par le Botswana
et l'Afrique du Sud et la Namibie. Eh bien, Botswana et Afrique du Sud ont décidé de jouer le jeu, c'est-à-dire de travailler ensemble pour une gestion partagée de cet aquifère, vu la nécessité de la Namibie étant un pays aride dans cette zone, de cet aquifère. Et voilà pourquoi je regarde Eric, parce que on a mis la coordination interétatique de cet aquifère dans la commission du fleuve international de l'Orange-Sékou. Pourquoi? Parce que le futur est la gestion conjointe de l'eau de surface et de l'eau souterraine. Alors, bien évidemment, il faut connaître bien l'eau souterraine pour pouvoir les gérer ensemble. Et on est encore un peu loin, et malheureusement, l'indicateur, le suivi de l'indicateur, il nous dit que l'indicateur ne sera pas pour tous les pays dans le bref temps. Et l'autre, c'est l'aquifère transfrontalier des Balkans, que l'UNESCO a pris après la dissolution, je dis dissolution de la Yougoslavie, quand ces pays ont perdu les repères. Il n'y avait plus de base de données, ils étaient complètement séparés l'un de l'autre, et cet aquifère est vital pour tous les pays de la Croatie jusqu'à la Grèce. Et on a commencé à travailler ensemble, à faire de nouvelles cartes, et on a fait un plan d'action stratégique. Qu'est-ce qui marche fondamentalement? Bon, là le coup de dans l'affaire de la Namibie, eux, ils n'ont pas d'eau de surface. Donc effectivement, les deux autres pays, le Botswana et l'Afrique du Sud, qui ont de l'eau, se sont dit ok, on y va. Mais fondamentalement, quels ont été presque les moteurs psychologiques, parce qu'on a besoin évidemment de sciences et de connaissances à la base pour se mettre d'accord sur le constat, mais on a aussi quand même un peu besoin de sciences humaines dans cette affaire. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ces différents cas? Est-ce qu'on a quelque chose de commun qui a fonctionné et qu'après d'ailleurs on pourrait peut-être aussi essayer d'appliquer nous autour d'une table comme ça, autour d'un comité de bassin ou je sais pas quoi. Je dois faire un fleur à l'UNESCO malheureusement. Notre approche de participative, d'aller sur le terrain, de parler avec les agriculteurs, avec les pasteurs, avec les ministères des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de les mettre ensemble, chercher de leur faire comprendre que sans un modèle mathématique de cet aquifère, même le Botswana et l'Afrique du Sud ne pouvaient pas vraiment complètement être sûrs que cet aquifère ne soit pas un jour d'une certaine importance pour eux. Et voilà, c'est cette démarche sur le terrain et cette démarche basée sur l'éducation, sur la formation. On a fait énormément ça fait des années qu'on travaille, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce système. C'est pas un projet de 2 jours. Vous êtes une marathonienne, c'est sûr. Voilà. On a fait beaucoup de formations avec les universités, surtout les universités, l'académie de ces 3 pays. Et bon, finalement, les 3 ministres ils sont serrés la main. Alors c'est vrai que 2010 aussi, donc ce droit aussi à l'accès à l'eau qui est quand même extrêmement important. Donc ça c'est fondamental et c'est donc tout à fait récent, donc en faisant partie donc des droits de l'homme. Alors là on a des exemples et c'est vrai qu'on en a besoin d'avoir des exemples positifs. Il y a des choses qui fonctionnent avec des gens qui peuvent s'entendre tout à fait moyennement, mais là on est sur des exemples positifs. Donc l'eau, facteur de paix, mais aussi facteur de guerre. On le voit dans le livre La Terre à soif d'Eric Orsena aussi, qui en parle, en remontant d'ailleurs très très loin. Mais là récemment, un barrage se fait quand même taper, bien sûr en Ukraine. Donc là on peut se dire que notre accord de droit d'accès à l'eau en 2010... voilà, il y a aussi cet aspect complètement négatif. C'est-à-dire que c'est aussi un outil quand même politique et guerrier. Le droit international n'est pas suffisant pour faire la paix, malheureusement. Safadi oui, l'a déjà dit. Ça saurait. Monsieur Orsena, il rigole, oui. Parce qu'il est d'accord. Et malheureusement, ça nous dépasse, nous les scientifiques, ça nous dépasse les hydrogéologues, je pense, et beaucoup de gens ici. Il y a malheureusement un changement de mentalité, d'approche. Il y a des nationalismes qui sont tout à fait brutaux, dépassés, et qui nous amènent à une ignorance réelle sur celle qui pourrait être le partage du bénéfice de la ressource en eau transfrontalière. Voilà, on cherchera de faire notre mieux.
Bon, pour celle qui concerne le droit international, quand même, qui commet des actes de ce type peut être jugé à la Cour internationale. Bien, bah, écoutez, ça va faire très peur à Poutine, tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup. On a d'autres questions, mais on va y